Hop. Ouais, sur la diérèse, du coup, j'ai rajouté, dans le cours, un paragraphe qui résume et qui, explique ce que je voulais dire. Mais, sur le moment, dans le feu de l'action, c'était pas très clair, même pour moi. Voilà, donc, bah, vous le lirez, simplement, ça permet de bien comprendre ce que je voulais dire. Si vous voulez donc, par rapport à la diérèse platonicienne, vous savez, on prend un terme et on va le diviser. On va dire: «Ah, en fait, c'est ça et ça», et après, ça on redivise chaque terme en 2 et on a des suites de définitions. Aristote, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, prendre, par exemple, un jugement et il va dire: «OK, il y a, S et P, mais si on a pu pour pouvoir faire ce jugement, ça voulait dire qu'à un moment, il y avait un moyen terme qui permettait de lier, le sujet et le prédicat et on va lister pour le sujet et pour le prédicat, heu, toutes les choses qu'on peut dire à leur sujet et après on va regarder, ben, qu'est-ce qu'on peut dire, qui est en commun aux 2. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un on va faire tous les S et M et tous les M et P et on va regarder, OK, dans la liste qu'on a, quels sont les M qui ont en commun et ça va correspondre à toutes les causes qui vont permettre, de conclure S et P. Voilà, bah, c'est expliqué de façon claire, voilà et donc l'idée c'est que, la méthode, aristotélicienne, elle permet d'arriver à des jugements, à des conclusions en ayant en même temps la justification de comment on a pu arriver à ce jugement et bah, c'est le moyen terme du syllogisme qui permet d'expliquer, non seulement, bah, on peut conclure ça, mais on peut le conclure en vertu de cette cause-là, en vertu de cette raison-là, qui est le moyen terme et si vous vous souvenez, bah, les moyens termes, on peut, éventuellement, les classer leur rôle dans les jugements en fonction, de la causalité, qu'ils représentent. Donc ça peut être causalité finale, causalité matérielle. Donc d'un point de vue épistémique, Aristote, il considère que c'est supérieur à la méthode platonicienne parce que Platon, il va juste donner une définition et l'argument d'Aristote, c'est de dire: «Bah, ouais, mais en fait, ça suppose, dans le meilleur des cas, le consentement, de l'interlocuteur», mais il donne pas d'explication. Il va dire: «Ah, le sophiste, il est, X ou Y et point». Pourquoi? Bah, c'est pas dit, dans, la méthode platonicienne. Voilà, c'est simplement ça. En fait, c'est pas si compliqué, voilà, donc il y a toute l'explication et j'ai mis un deuxième petit paragraphe où je dis: «Bah, vous voyez, on retombe sur, la définition aristotélicienne de la science, c'est-à-dire, on connaît au sens scientifique, et là c'est la citation à connaître, lorsque nous pensons connaître la cause du fait de laquelle la chose est, à savoir que c'est bien la cause de la chose et que cette chose ne peut pas être autrement qu'elle n'est. Alors, je connais la cause et je peux dire, mais c'est nécessairement cette cause-là, la cause de la chose. Voilà, c'est la définition de la science. C'est le truc voilà, canonique dans tous les manuels, vous le trouverez. Alors moi, bah, je peux pas m'arrêter dessus parce que je suis censé parler que de logique, mais voilà. Donc la boucle est bouclée et voilà, de toute façon, je réexpliquerai dans, la rediff, la diérèse platonicienne et là, on va faire parce que mon cours, en fait, c'est pas que la philosophie de la logique, c'est, logique, langage et mathématiques. Mais en fait, bon, bah, historiquement, les 3 communiquent donc bon, je dis philosophie de la logique, mais c'est en un sens plus général et donc là, on rentre dans le chapitre logique et signification et aujourd'hui, on va faire Husserl et Frege. Bon, on va pas finir Frege. Pareil, disclaimer, si vous avez jamais, étudié ces auteurs-là, notamment Frege, c'est un peu dur et surtout, il y a pas de bon ordre d'explication linéaire, c'est-à-dire comme tout est corrélé, une fois en fait, il y a un coup d'entrée qui est un peu difficile, un peu coûteux, c'est-à-dire c'est un peu dur au début parce que, comme tout est corrélé et toutes les choses se répondent les unes les autres, tant qu'on n'a pas, par exemple, lu au moins une fois le cours, bah, c'est un peu dur de que tout fasse sens. Donc c'est normal si la première exposition, elle est aride, mais une fois qu'on a compris, Frege, c'est tout le temps pareil et c'est vraiment pas un auteur difficile. C'est juste, il faut pas paniquer, mais une fois que vous aurez toutes les informations, ce sera OK. Juste, bah, il y a beaucoup de concepts à connaître, mais il y a tellement peu de gens qui connaissent bien que, bah, en leçon, par exemple, tu connais ton Frege, c'est facile à utiliser une fois que vous connaîtrez, en fait. Voilà et Husserl, normalement, c'est tranquille, j'ai pris un passage connu, simple. Alors là, il y a, des remarques historiographiques, enfin historiques plutôt, mais historiographiques aussi sur, la philosophie dite analytique. Bon, je m'arrête pas trop dessus. Généralement, si vous avez des idées reçues, c'est pour dire: «Non, bah, c'est faux», déjà, le terme de philosophie analytique, il est historiquement pas du tout, adéquat. La distinction entre philosophie continentale et philosophie analytique, ça tient pas vraiment, voilà. J'ai mis le livre de Jean-Michel Roy, Rhin et Danube, voilà. Bon, c'est juste, par sérieux que je l'ai mis, c'est pas intéressant, c'est pas utile pour vous, pour vos leçons. Voilà, pour l'agrégation, vous avez pas besoin de savoir ça, c'est juste pour vous remettre les idées en place si c'est pas clair, voilà. Simplement, ça si c'est important, voilà. C'est ça la citation quand même que je voulais donner.
Alors ça, c'est vraiment disclaimer pour tous les auteurs de cette époque-là, que ce soit Russell, Frege ou Searle, c'est que, en fait, la logique, à cette époque-là, la logique formelle, mathématique, ça n'existe pas. Donc quand ils disent logique, ça veut tout et rien dire. Et comprenez, logique, ça veut juste dire, en un sens très lâche, comprenez théorie de la signification. C'est pas encore des mathématiques. En fait, ce qu'est la logique, c'est pas clair. Et c'est des auteurs. En fait, une grande partie de leur travail, c'est définir ce qu'est la logique, parce qu'il y a une définition qui est informelle. Mais bah, chaque auteur, il va en donner une définition différente parce que c'est quelque chose qui est pas, voilà, qui existe historiquement. On sait de quoi on parle, mais bon, bah, ça désigne Aristote, ça peut désigner le travail de Boole. Voilà, donc dites-vous, c'est très lâche et c'est pas la logique comme vous l'imaginez, comme on peut vous l'enseigner en licence. Donc voilà. Donc je vais lire une citation qui est d'un livre classique, alors un peu compliqué, de Kofa sur la tradition sémantique. Voilà, bon, peu importe. Je lis la citation. La logique. Ce serait une grave erreur de se méprendre sur ce que Frege entendait par cette expression récurrente dans ses premiers écrits. Ce que Frege et Russell appelaient logique, ce que Husserl appelait une recherche logique, ce que Meinong appelait Gegenstand-Theorie, et ce que Wittgenstein appelait une observation logico-philosophique, sont de proches parents. Il ne faut pas les confondre avec ce qu'on appelle aujourd'hui la logique, après que le formalisme et la théorie des ensembles ont dominé le domaine. Leur logique était notre sémantique, une doctrine du contenu, de sa nature et de sa structure, et pas seulement de son fragment formel. Ça va être très clair quand on va faire le texte de Husserl qui est après. Lorsque Frege définissait comme son objectif d'isoler ce qui est logique et de séparer nettement le psychologique du logique, le subjectif de l'objectif, il sous-entendait clairement que sa cible, l'élément logique ou objectif de la pensée, n'est pas ce qui reste dans le jugement lorsque le contenu est exclu, mais ce qui reste lorsque nous écartons l'élément spécifiquement psychologique. C'est-à-dire, c'est simple, si vous voulez comprendre ce qu'il veut dire par logique, vous prenez le mot psychologique et vous enlevez psycho, et pour Frege, c'était ça. Je prends des éléments, des jugements, et j'enlève la donnée psychologique, et voilà, bah, le logique, c'est ce qui reste quand on fait ça. Voilà. Si on veut une définition minimale, dans votre tête, dites-vous juste ça. C'est juste ça qu'il appelle logique. Frege a consacré des efforts considérables pour séparer sa propre conception de la logique de celle des simples logiciens computationnels tels que Jevons, Boole, Schroeder, alors que ces derniers, expliquait-il, étaient engagés dans le projet leibnizien de développement d'un calculus ratiocinator, terme hyper important, je vous l'ai déjà dit. Son propre objectif était celui, beaucoup plus ambitieux, de concevoir une lingua characteristica. Les logiciens traditionnels étaient essentiellement préoccupés par le problème de l'identification d'algorithmes mathématiques visant à résoudre les problèmes logiques traditionnels. Ce qui suit de quoi, ce qui est valide, etc. L'objectif de Frege allait bien au-delà de ce que nous appelons aujourd'hui la logique formelle et s'étendait à la sémantique, aux significations et au contenu, où il a trouvé le fondement ultime de l'inférence, de la validité et de bien d'autres choses encore. Voilà. Bon, je passe sur le reste, voilà, c'est juste quelques éléments contextuels qu'il y avait dans ce paragraphe. Voilà, par exemple, bah, la question de la référence chez Frege, comment on sait à quoi réfèrent nos termes? Pour lui, bah, c'est une question logique. Donc voilà, il faut juste avoir le bon appareil historique, conceptuel. Là, on va commencer par ce qui est important. Bah, qu'est-ce que c'est qu'un langage formel? Parce que quand on parle de logique ou de mathématiques, on considère qu'on parle de langage formel. Mais il y a une définition qui est donnée dans tous les manuels de logique, et donc je vais vous la donner. Et pour avoir une référence qui vous permet d'utiliser cette notion technique de morphologie ou d'énoncé bien formé, eh ben, j'ai trouvé le texte de Husserl de la 4e recherche logique qui va vous permettre de mobiliser ces notions en leçon. Donc, qu'est-ce qu'un langage formel? Bah, c'est simple, on va considérer que c'est un ensemble de mots sur un alphabet. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bah, alphabet, c'est intuitif. Liste de symboles et des mots, c'est quoi? Bah, c'est une composition avec, l'alphabet qu'on s'est donné, voilà, si c'est l'alphabet du français, bah, il y a c'est 26 lettres, c'est ça? Ouais, ouais, je sais jamais, 26, 28, voilà, je me lève pas le matin en les listant, mais voilà. Bah, on va considérer qu'un mot, bah, c'est une suite arbitraire, qui peut être, on va dire, infinie si on est dans un langage formel parce qu'on veut pas prendre un présupposé philosophique, voilà, on va dire, bah, on peut les composer, ça va faire un mot. Mais maintenant, vous allez me dire, bah ouais, mais tous les composés de lettres de notre alphabet, bah ça fait pas des mots. Et donc, ce qu'on va faire, bah, c'est que dans un langage formel, on va donner des règles qui nous permettent de discriminer parmi tous les composés possibles de lettres, lesquels valent comme des énoncés de notre langage. Donc voilà. Donc là, je vais y remplir. Tous les mots constructibles à partir d'un alphabet ne font pas nécessairement partie du langage construit sur cet alphabet. Un langage est généralement accompagné de règles et de contraintes pour la formation de ces mots, que l'on appelle des énoncés bien formés. Par exemple, j'ai mis une suite de caractères arbitraires, n'est pas un énoncé bien formé de la langue française. C'est pourquoi on dit, alors bon, là c'est la phrase technique, vous pouvez l'ignorer et dormir tranquillement.
L'ensemble des mots d'un langage est un sous-ensemble de l'ensemble des mots que l'on peut former avec l'alphabet sur lequel il est construit. Ça veut juste dire l'ensemble des mots qu'on va considérer comme des énoncés bien formés, qui vont vraiment être des vrais mots de notre langage, bah, il est plus restreint que l'ensemble des combinaisons possibles qu'on peut faire avec les lettres. Voilà, c'est évident, en français, il y a moins de mots dans le dictionnaire que de mots qu'on peut construire avec des lettres. Voilà. Ok. Cela veut dire qu'il y a plus de combinaisons de symboles possibles qu'il n'y a de compositions de symboles correctes. En français, par exemple, je peux écrire des suites de lettres au hasard, mais cela ne formera pas nécessairement des mots. Voilà. Là, vous savez, vous connaissez Borges, le singe qui écrit, bref, l'histoire, c'est pas mal pour les leçons, c'est cool, voilà. Ok, on appelle morphologie la grammaire des énoncés dans le langage formel. Alors, je dis grammaire, c'est un peu métaphorique par analogie, mais vous comprenez très bien ce que je veux dire quand je dis grammaire. C'est-à-dire l'ensemble des règles qui définissent les énoncés bien formés. C'est simple, par exemple, bah, en logique propositionnelle, bah, il y a le connecteur et, la conjonction. Bah, je peux écrire A et B, mais je peux pas. Si je mets une suite de symboles de conjonction sans mettre de variables, par exemple, si je mets juste et, bah, ça fait pas. Bah, ça, on veut des règles pour notre langage formel qui nous permettent de dire non, ça, c'est pas un énoncé bien formé. C'est un mot arbitraire composé avec les lettres de notre alphabet, mais bah, ça fonctionne pas. On va considérer que c'est un énoncé donc, il a aucune valeur dans notre langage. On va même pas pouvoir l'interpréter. Donc, la question de la validité formelle d'un énoncé, comme celle de son évaluation, ne se pose qu'à la condition que les règles morphologiques du langage formel employé soient respectées. Autrement, l'énoncé est inintelligible au sein de notre langage formel. Ce n'est pas même un énoncé ou une formule, mais simplement un mot, c'est-à-dire rien d'autre qu'une suite de symboles. Voilà. Par exemple, là, j'ai donné des exemples, mais pour la logique propositionnelle, bah, notre alphabet, ça va être les variables A, B, C, D, machin, et les connecteurs logiques, conjonction, disjonction, et les parenthèses, parce qu'il faut les considérer. Voilà. Par exemple, si j'écris A égale B, ça c'est un exercice classique qu'on donne au L2, bah, c'est pas un énoncé bien formé parce que on n'a pas mis le égal dans les symboles qui composent notre alphabet, donc ça en fait pas partie. Voilà. Donc c'est pas un énoncé bien formé. C'est ça. Donc là, normalement, ça va, c'est pas très compliqué. Maintenant, en leçon, qu'est-ce qu'on veut? On veut un auteur pour que ce soit bien, ce soit légitime, pour dire ah, c'est lui qui l'a dit, donc j'ai le droit de le mobiliser. Et là, j'ai trouvé le texte parfait. Quatrième recherche logique, paragraphe 12 et 14, et c'est l'idée de grammaire pure logique. Et en fait, chez Husserl, ça se superpose à la distinction entre non-sens et contresens. Alors, disclaimer, c'est vraiment une présentation rapide, c'est pas un cours sur Husserl. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, j'ai mis un article de Jocelyn Benoît. Là, il y a juste les informations qu'il vous faut pour le mobiliser en leçon. Voilà, si vous adorez Husserl, si ça vous plaît, moi je trouve ça très cool et très intéressant. Mais voilà, là, pour des questions de temps, ça va être rapide. Donc, dans le vocabulaire du Husserl des recherches logiques, la morphologie, appelée grammaire pure logique, établit les conditions selon lesquelles des combinaisons de significations forment un tout signifiant. Ah oui, alors Husserl, il va pas parler en termes de variables. Pour lui, logique, c'est une théorie de la signification, donc il va dire, bon, bah, il y a des significations élémentaires, unitaires, et on va les composer pour faire des énoncés ou des formes de signification qui sont des composés de significations plus élémentaires. Voilà, il parle en termes de signification, peu importe. La grammaire pure logique est, je cite, une morphologie pure des significations, alors que la logique, c'est la théorie pure de la validité qui la présuppose, c'est-à-dire qui présuppose la morphologie, parce que la validité, elle rentre en compte qu'une fois qu'on sait que notre énoncé, bah déjà, il fait sens, un minimum. Je cite, il y a au sein de la logique pure une sphère de lois qui font abstraction de toute objectivité et qui, à la différence des lois logiques au sens usuel et prégnant du mot, devrait à juste titre être qualifiée de loi de grammaire pure logique. Mieux encore, nous opposerons à la morphologie pure des significations la théorie pure de la validité qui la présuppose. C'est-à-dire, on oppose à la morphologie la logique qui est bah, l'interprétation. Parce que si je veux savoir si un énoncé il est correct ou pas, encore faut-il que ce soit un énoncé et que ça ait un sens, ce que je raconte. Oui, oui. Ah, alors, en vérité, il va dire, bah, c'est. Enfin, oui, là, il distingue, mais ce qu'il veut dire, c'est que c'est l'aspect de la logique qui est premier, c'est la grammaire, la morphologie, si tu veux. Là, en fait, dans l'économie de la quatrième recherche logique, on a l'impression qu'il oppose les deux, mais pour lui, ça fait partie de la logique. C'est juste, c'est pas la même activité et c'est pas la même opération. Mais dans les deux cas, c'est transcendantal, a priori.
il parle pas, de la logique, formelle. Pour lui, c'est vraiment là, on parle des je vais pas dire les idéalités transcendantales parce que c'est, les recherches logiques, mais il faut comprendre, c'est on est dans l'abstrait, en fait, ce Husserl-là, il est encore très kantien dans son mode de pensée, mais ça va faire sens après. De toute façon, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec les détails, c'est juste pour l'utiliser en leçon, donc voilà. On peut ignorer la complexité inhérente aux propos. Au paragraphe 13 du même chapitre, Husserl explique ainsi que la grammaire logique pure est le fondement nécessaire du logique. Alors, n'ayez pas peur de la citation. Dans la logique pure des significations, dont le but suprême réside dans les lois de la validité objective des significations. Donc ça, validité objective des significations, ça c'est la logique à proprement parler. En tant que cette validité est conditionnée par la forme pure de signification, la théorie de la structure des sens des significations et des lois de leur construction formelle constitue le fondement nécessaire. Si vous voulez, ça c'est la grammaire, la théorie de la structure des sens, et tout ce qu'il y avait avant, c'était la logique. Si vous voulez, je le rajouterai, voilà, comme ça fait moins peur. Voilà. Plus précisément, il faudrait fixer les formes primitives des significations indépendantes, des propositions complètes avec leurs articulations immanentes et les structures inhérentes aux articulations. Ça, c'est la grammaire. Ensuite, les formes primitives de complication et de modification qu'admettent, d'après leur essence, les diverses catégories de membres possibles. Enfin, il s'agit d'une vue d'ensemble systématique de la multiplicité illimitée d'autres formes que l'on peut dériver des premières, par complication ou modification continue. Bon, alors c'est Husserl, c'est un peu obscur, mais voilà. Pour Husserl, la grammaire pure précède la logique en définissant la frontière du sens et du non-sens. Ça, c'est vraiment la distinction importante qu'il fait. En fait, il va distinguer sens et non-sens de la question qu'il appelle logique, qui est la question du contresens, mais qui suppose déjà que notre énoncé premier, il ait un sens. Parce que si je dis c'est un contresens, bah faut qu'il y ait un sens initial qui soit exprimé pour que je puisse dire que ça le contredit. C'est pour ça que pour lui, le contresens, ça c'est la logique, sens et non-sens, ça c'est la grammaire. Je vais développer. Donc la grammaire, c'est indépendant de toute considération quant au vrai ou au faux. Je cite, une expression composée n'est une expression que pour autant qu'elle a une signification. Donc grammaire, est-ce que ça a une signification? Maintenant, logique, est-ce que ce qui est exprimé dans cette signification est contradictoire et valide ou pas? C'est deux sphères qui sont différentes. La grammaire pure définit les formes possibles de la signification, alors que la logique nous prémunit quant à elle de toute contradiction dans le domaine de la signification, ce pourquoi Husserl emploie le terme de contresens, que l'on explicite ci-dessous. Vous inquiétez pas, tout le reste, je vais expliciter, et ça fera sens, c'est normal, je donne des informations supplémentaires qui vont vous sauver la vie. Retenons pour le moment que la grammaire nous garde de tout non-sens et la logique de tout contresens. Dans la langue de Husserl, on dit ainsi que la grammaire détermine s'il y a ou non unité a priori du sens, alors que la logique porte quant à elle sur la possibilité a priori de l'unité de l'objet signifié. Encore une fois, ça fait peur, mais ça va venir. Si vous voulez, grammaire, c'est l'unité du sens, et après, logique, ok, mais concernant l'objet qui est censé être signifié, est-ce que d'un point de vue matériel, on est en train de parler d'un objet qui ne fait pas sens? Et est-ce que d'un point de vue formel, ce qu'on exprime ne contredit pas tout simplement les lois de la logique? Vous allez voir ça. La grammaire pure logique, là je cite, hein, constitue le fondement nécessaire pour la détermination des catégories essentielles des significations, catégories dans lesquelles, comme nous le montrerons sous peu, s'enracine une multiplicité de lois de signification, lois a priori, faisant abstraction de la validité objective, de la vérité ou encore de l'objectivité réelle ou formelle des significations. Ces lois, qui régissent la sphère des complexions de signification et qui ont pour fonction de séparer en elles sens et non-sens, ne sont pas encore ce qu'on appelle des lois logiques au sens fort du mot. Elles donnent à la logique pure les formes possibles de signification. Voilà, c'est un peu le slogan à retenir voilà, pour une leçon. Vous dites grammaire, forme possible de signification, c'est suffisant. C'est-à-dire les formes a priori de signification complexes ayant une unité de sens, dont ensuite, et ensuite seulement, les lois logiques au sens fort du mot régissent la vérité formelle ou l'objectivité. Tandis que les premières de ces lois préviennent le non-sens, ces dernières préviennent le contresens formel ou analytique, l'absurdité formelle. Si ces lois pures logiques énoncent ce qu'exige a priori et sur la base de la forme pure l'unité possible de l'objet, les premières, celles de la complexion des significations, là il parle de la grammaire, déterminent ce qu'exige la simple unité du sens. Donc là, vous voyez, il oppose grammaire, unité du sens, logique, unité de l'objet. C'est-à-dire les formes a priori selon lesquelles des significations appartenant aux diverses catégories de signification se réunissent
en une seule signification au lieu de produire un non-sens chaotique. Voilà. Bon, dans le détail, il considère qu'il y a des catégories de signification. Voilà, ça relève aussi de la grammaire, de catégoriser les différents types de significations unitaires. Bon, on s'en fout. Mais ça existe et c'est dans les textes parce que je peux pas tout couper. Mais j'ai essayé d'enlever quelques distinctions. Celle-là, j'ai pas pu. C'est au paragraphe 12 du même chapitre, toujours recherche 4. En fait, dans l'édition française, c'est tome 2, seconde partie, voilà. Mais on dit la quatrième recherche, voilà. Husserl présente la distinction entre non-sens et contresens. Le terme contresens doit être pris en son sens littéral. Il s'agit, parmi les énoncés dotés d'une signification et qui satisfont ainsi les règles de la grammaire pure logique, discriminer ceux qui expriment un contenu incompatible ou bien avec la signification des termes qui le composent, par exemple le carré rond, ou bien avec les règles de la logique elle-même, loi de non-contradiction, modus ponens, etc. Donc en fait, il y a contresens matériel et contresens formel. Qui pour Husserl, le Husserl des recherches sont les formes de la pensée pure qui valent indépendamment a priori de toute matière de l'objectivité signifiée. Donc là, il s'agit des lois de la logique pour lui. Voilà, c'est indépendamment, c'est a priori de tout contenu de signification. Et là, si le mot contresens vous perturbe, l'astuce pour comprendre, c'est que en fait, il oppose le contresens à ce qui est concordant. C'est-à-dire, au sujet d'un énoncé grammaticalement correct, quand on s'intéresse, on veut savoir si c'est un contresens ou pas, on se demande si formellement il concorde avec les lois de la logique et si matériellement, comme composé de significations, il exprime des significations compatibles entre elles, c'est-à-dire qui concordent entre elles. Donc voilà, si vous voulez, le contresens, c'est la discorde, soit avec les lois de la logique, soit entre les significations elles-mêmes qu'on essaye d'unir, quand bien même c'est formellement, enfin grammaticalement correct. Voilà. Là, je cite, il nous faut aussi distinguer ici entre le contresens matériel, dont des concepts matériels les ultimes noyaux de signification doivent répondre, comme c'est par exemple le cas de la proposition un carré est rond et de toute proposition fausse de géométrie pure, et le contresens formel ou analytique, par quoi nous comprenons précisément toute incompatibilité objective purement formelle, c'est-à-dire fondée dans l'essence pure des catégories de signification, blablabla, indépendamment de toute matière de la connaissance concrète. Voilà, là c'est bon, analytique et synthétique, c'est au sens kantien. Donc si c'est relatif au contenu, ça va être synthétique. Et si c'est juste formel, c'est analytique. Voilà. Vous avez votre compte de poche. Voilà. Des lois comme le principe de non-contradiction, celui de la double négation ou du modus ponens, sont exprimés en termes normatifs. Exprimés en termes normatifs, sont des lois garantissant contre le contresens formel. Elles nous montrent ce qui vaut pour l'objet en général, en vertu de la forme de la pensée pure, c'est-à-dire ce qui peut être énoncé de la valeur objective des significations, indépendamment a priori de toute matière de l'objectivité signifiée sur la base de la forme de signification dans laquelle elles sont pensées. Bon, c'est très lourd, hein, il veut vraiment qu'on comprenne ce qu'il est en train de dire. Ces lois ne doivent pas être enfreintes si l'on ne veut pas être déjà dans le faux avant même d'avoir tenu compte de l'objet dans sa particularité matérielle. Donc c'est juste la question du contresens matériel, elle vient en un second temps. Il y a d'abord le contresens formel. D'abord, est-ce que ça correspond aux lois de la logique? Et ensuite, la question du contenu. Voilà. Et encore une fois, c'est pas juste. Attendez. Concordant, je pense que je vais le mettre en bleu. Mais bon, je le ferai plus tard. Pour l'instant, je vais le mettre en gras. Comme ça, on sait que c'est important. Ok. Le non-sens est quant à lui sans signification. Là, je vais parler du non-sens. Puisqu'il est inintelligible, il n'est ni vrai ni faux. Et là, c'est l'affaire de la grammaire. Le carré rond ou le fer de bois, par exemple, bien que contresens manifeste, parce que les significations exprimées ne concordent pas, ils sont bien dotés d'une signification. Si je dis carré rond, bon, vous n'avez pas une représentation mentale, mais vous savez de quoi on vous parle, quoi. Vous dites, ok, carré rond, ça fait sens. Et en ce sens, Husserl distingue ces expressions d'expressions comme un rond ou un homme et, c'est-à-dire suite arbitraire de symboles de notre alphabet, qui sont, dans ces cas-là, ces énoncés de pur non-sens. La grammaire pure logique, comme morphologie, a pour seule fonction de déterminer si une expression a une signification ou s'il s'agit d'un simple non-sens. Je cite, les lois a priori concernant la constitution des formes de signification essentielles laissent entière la question de savoir si les significations susceptibles de figurer dans ces formes objectives sont objectives ou sans objet. Et si, quand il s'agit de formes propositionnelles, il en résulte une vérité possible ou non. En fait, il parle d'unité de l'objet quand il parle de la logique, parce que si c'est contradictoire, si c'est pas concordant, c'est que l'objet, il n'existe pas. Pour ça, il dit unité de l'objet. Comme nous l'avons dit, ces lois ont assurément pour seule fonction de faire le départ entre sens et non-sens. Là, il précise, le mot de non-sens doit ici, pour insister encore sur ce point, être pris au sens propre et strict. Un amas de mots, comme roi mais ou semblable est,
ne peut en aucune façon être compris comme ayant une unité de sens. Chacun de ces mots pris en lui-même a un sens, mais non leur assemblage. Ces lois du sens, ou formulées du point de vue normatif du non-sens à éviter, assignent les formes de signification possibles en général à la logique, dont la première tâche est de déterminer leur valeur objective. Et elle le fait d'une manière qui l'amène à fixer en même temps les lois d'une espèce entièrement différente, ce qui distingue le sens accordé formellement avec lui-même du sens formellement non concordant du contresens formel. Voilà, il rappelle encore ce que c'est la logique. Voilà, c'est un peu lourd, mais au moins on est sûr de comprendre à peu près ce qu'il veut dire. Je simplifie encore une fois. Un énoncé est un composé de signification unitaire. La tâche de la grammaire pure est alors de déterminer s'il est a priori possible de considérer l'union même de ces significations unitaires comme une unité de signification indépendamment de toute considération à l'égard de leur contenu. C'est un procédé formel et pur. Là, j'ai mis une note de bas de page qui dit bon, en vérité, il faut aussi s'assurer que ces significations unitaires, elles correspondent aux lois de la grammaire, mais je voulais pas trop compliquer, je l'ai pas mis dans la phrase. Retenez juste, la tâche de la grammaire est de déterminer s'il est a priori possible de considérer l'union des significations unitaires elle-même comme une unité de signification. Voilà. C'est-à-dire que je prends des significations, j'en fais un composé et je regarde, c'est ouais, mais est-ce que ça fait une unité? Est-ce que ça fait un truc qui fait sens assemblé? Est-ce que je peux le prendre comme un tout unitaire ou est-ce que c'est juste n'importe quoi? Dans un second temps seulement, là c'est la logique, se pose la question de la compatibilité entre elles de ces significations, carré et rond pour le carré rond par exemple, et de la compatibilité de leur union avec les lois formelles de la logique. En vérité, on n'est pas très sûr de voir à quel enfin, dans le détail, on a l'impression quand même que, il y a un peu des trucs qui se mordent entre, que ça chevauche un peu. Bon, c'est pour les leçons, comme on n'est pas en train de faire un commentaire de Husserl, on s'en fout, vous avez juste à mobiliser la distinction grammaire, logique, sens, non-sens, contresens, ignorer ces détails, on s'en fout. L'idée, c'est que ça n'apparaisse pas dans la manière dont vous le présentez aux examinateuristes qui, vous feront face. Donc là, je vais encore lire un paragraphe, le paragraphe 12, non-sens et contresens. Là, bon, comme nous l'avons déjà relevé dans la première recherche logique, on ne doit pas confondre ce qui n'a pas de sens, sinnlos, le non-sens das Unsinnige, ça c'est le traducteur, il a mis tous les, je sais pas pourquoi, il s'est fait plaisir, avec l'absurde, le contresens, das Widersinnige, que de son côté, par exagération, on qualifie volontiers de dépourvu de sens, bien qu'il constitue au contraire un domaine partiel de ce qui est doué de sens. Alors là, pareil, si vous avez en fait tous les sujets sur la négation et sur l'absurde, la distinction non-sens contre sens, soyez pas bêtes, c'est gratuit, vous pouvez aussi l'utiliser, il faut l'utiliser pour le plus de sujets possible. Là, Husserl, il vous dit quoi? Il vous dit attention, contresens, on dit généralement dans le langage courant que un contresens c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Il dit non, c'est faux, c'est pas la même chose parce que si je peux dire que c'est un contresens, c'est que je peux quand même dire qu'il y a quelque chose qui a un sens au départ et que je peux dire que c'est pas concordant. Voilà, distinction utile pour tous les sujets sur la négation et l'absurde, et il y en a beaucoup. La combinaison un carré rond donne lieu vraiment à une signification unitaire qui a son mode d'existence, son mode d'être dans le monde des significations idéales. Mais c'est une évidence apodictique qu'à la signification existante ne peut correspondre aucun objet existant. C'est-à-dire, la signification existe, l'objet non. Mais la grammaire, c'est juste, il y a une signification. Après, ce que c'est, si c'est un objet, un référent, ça, c'est le problème de la logique. Et là, on est proche de Frege. Frege, la logique, c'est est-ce que je suis en train de parler de quelque chose? Est-ce qu'il y a un référent à mon expression? Et s'il y a un référent, est-ce que c'est le même? Est-ce qu'il existe ou pas? Peu importe. Par exemple, est-ce que Pégase, c'est un référent? On peut dire que c'est un référent fictif. Voilà, ça, c'est la question logique. Et la question de la grammaire ne se pose pas cette question. On ne regarde pas le contenu de ce qu'on exprime, on est juste formellement, on a des règles de grammaire pure. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est la grammaire pure et a priori des significations idéales, mais voilà, on est dans le monde des significations idéales. Husserl, il dit ça. Mais donc là, il va introduire le contresens. Non, pardon, là, il parle du non. Si par contre, nous disons un rond ou, un homme et, etc., il n'existe même pas là de signification qui correspondent à ces assemblages comme leur sens exprimé. Les mots qu'on a rassemblés éveillent sans doute en nous la représentation indirecte d'une certaine signification unitaire exprimée par eux. On a quand même, si je vous dis, voilà, une suite de mots, vous allez avoir l'impression spontanée que, ah, il y a un sens. Mais là, c'est Husserl qui dit, nous avons en même temps l'évidence apodictique qu'une telle signification ne peut exister, que des parties de signification de cette nature et combinées de cette manière sont incompatibles dans une signification unitaire.
on ne prendra pas cette représentation indirecte elle-même pour la signification de ces complexions verbales. Dire que vous avez une sorte de je ne sais quoi de j'ai l'impression que ça veut dire un truc, mais vous avez quand même conscience que ça veut rien dire. C'est pour ça qu'il dit représentation indirecte de la signification de ces complexions verbales, ce qui veut dire bah on sait de façon apodictique, voilà, bon, ça c'est Husserl qui le dit, mais que ça n'a aucun sens. Dans sa fonction normale, l'expression évoque sa signification, mais dans les cas où la compréhension fait défaut, l'expression provoquera, en raison de sa ressemblance sensible avec des expressions significatives ou comprises, la représentation inauthentique d'une certaine signification s'y rapportant, tandis que précisément on se sent privé de la signification elle-même. Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est juste, c'est dit dans la langue de Husserl, traduite de l'allemand, mais voilà, vous avez l'impression qu'il y a une signification, mais il n'y en a pas. Voilà, ça veut dire juste ça. Est-ce que ça va? Question? Ou je continue? Si vous trouvez que c'est lourd et que vous avez compris, c'est que mon travail est réussi. À partir du moment où on dit: «Ah putain, il est chiant, il répète le même truc», c'est que la pédagogie, c'est bien. La différence entre les 2 sortes, d'incompatibilité est donc claire. Dans le premier cas, le contresens, certaines significations partielles ne sont pas compatibles dans l'unité de signification, en tant qu'elles portent atteinte à l'objectivité ou à la vérité des significations entières. Un objet, par exemple une chose, un état de choses, dans lequel seraient réunis tout ce que la signification une, conformément aux significations incompatibles les unes avec les autres, nous représente comme appartenant à son unité, n'existe pas et ne peut absolument pas exister. Mais la signification elle-même existe. En gras souligné, ça c'est moi, c'est pas Husserl. Dans le second cas, le non-sens, la possibilité elle-même de la signification unitaire interdit que certaines significations partielles coexistent entre elles. Nous ne possédons alors qu'une représentation indirecte tendant à la synthèse de ces significations partielles en une signification une, et par là, du même coup, l'évidence qu'à une telle représentation ne peut jamais correspondre à un objet, c'est-à-dire qu'une signification de celle qui est visée ne peut exister. Le jugement d'incompatibilité porte ici sur des représentations, tandis que précisément il portait sur des objets. Voilà. Bon, il va dire grammaire, ça correspond à des représentations. J'ai laissé ce passage parce que ça vous permet de voir, ok, quand il dit grammaire, pour lui, ça porte sur des représentations. Voilà, encore une fois, c'est Husserl, c'est bizarre, utilisez-le pour les leçons. Dans les détails, c'est un peu difficile à concevoir, mais voilà, on oublie ce passage-là. Et là, il y a un passage qui permet d'ouvrir, qui montre plus généralement la pensée husserlienne, et c'est pas mal pour la philologie, donc je l'ai mis. Chez Husserl, ce projet d'une grammaire pure logique a priori a une vocation fondationnelle. Il s'agit d'une théorie de l'a priori de la forme de signification, c'est-à-dire d'une théorie concernant les fondements a priori du langage. La conclusion du paragraphe 14, toujours de la quatrième recherche logique, est particulièrement intéressante pour comprendre l'évolution ultérieure de la philosophie husserlienne, mais également la place réservée à la logique au sein des sciences par le Husserl des recherches. En fait, la grammaire pure qui fournit à la logique son objet en lui livrant, là c'est l'expression qui est intéressante, l'armature idéale qui structure toutes les langues empiriques. L'analyse logique des significations suppose une morphologie des significations. Et là, il parle notamment de linguistique, et c'est assez intéressant pour comprendre ce qu'il veut dire par logique. Donc je vais lire le passage en entier qui est plus simple que le reste. Si vous voulez, c'est son ouverture de. Voilà, c'est l'ouverture, c'est la fin de la quatrième recherche, c'est les derniers paragraphes. Je cite: Si je vois juste, il est pour la recherche linguistique d'une importance fondamentale de leur rendre clairement conscience des différences que provisoirement nous nous sommes contentés de mentionner et de s'ouvrir à l'évidence que le langage n'a pas seulement des fondements physiologiques, psychologiques et historico-culturels, mais aussi ses fondements a prioriques. Ces derniers concernent les formes de signification essentielles et les lois a priori de leur complexion ou de leur modification. Et l'on ne pourrait concevoir aucune langue qui ne serait pas aussi déterminée essentiellement par cet a priori. Tout linguiste, qu'il se rende clairement compte ou non de ce fait, opère avec les concepts provenant de ce domaine. Donc là, c'est le geste kantien. En fait, il faut une linguistique transcendantale et c'est la logique telle que lui, il entend. C'est ça qu'il veut dire. Alors, est-ce que cet a priori, ce transcendantal linguistique, il existe? Ça, bon, compliqué. En fait, j'ai failli mettre après l'exemple, vous savez, c'est un exemple bien de phylogé, le Piraha. Vous pouvez lire la page Wikipédia, c'est une langue découverte par des anthropologues très compliquée qui contredit plein d'a priori qu'on avait avant en linguistique sur ce qu'est une langue, que les règles minimales que doit respecter une langue. Si vous voulez, je rajouterai un encadré, c'est sympa, c'est un exemple facile à mobiliser. Voilà. Mais voilà, il faut se mettre dans le mood de Husserl là. Donc je lis la suite. Pour conclure, nous pouvons dire ce qui suit. Dans le cadre de la logique pure, la morphologie pure des significations se délimite comme une sphère qui, considérée en elle-même, est primordiale et fondamentale. Du point de vue de la grammaire, elle met à nu une armature idéale que toute langue existant effectivement, obéissant en partie à des motifs humains universels,
en partie à des motifs empiriques valant accidentellement, rempli et revêt de matériaux empiriques, selon des modes différents d'une manière qui lui est propre. Voilà, donc en fait, vous parlez des langues différentes, mais vous savez pas, c'est la même armature idéale qui fait que ça a du sens. Et nous, phénoménologues, voilà, il dit pas encore phénoménologue, mais nous, on voit de façon a priori que vous parlez la même langue idéale, mais vous le savez pas. Voilà, je fais exprès, hein, de voilà. Quelle que soit l'importance du contenu réel des langues historiques, comme de leur forme grammaticale pouvant être déterminée empiriquement de cette manière, toute langue est liée à cette armature idéale, et c'est ainsi que la recherche théorique de cette dernière doit constituer un des fondements de l'élucidation scientifique ultime de tout langage en général. Il suffit sur ce sujet de garder bien à l'esprit le point essentiel, à savoir que tous les types de significations dégagées dans la morphologie pure, et que l'on y étudie systématiquement quant à leur articulation et à leur structure, telles que les formes fondamentales de propositions, bla 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 bla, les types voilà. Bon, c'est un peu long, je vais directement passer ici. Tout cela, ce sont des données entièrement a priori, enracinées dans l'essence idéale des significations comme telles, tout comme les figures de signification que l'on doit construire ensuite d'après les lois opératoires de la combinaison et de la modification d'après de telles formes primitives. Par rapport aux expressions grammaticales empiriques, elles sont donc le premier en soi et peuvent se comparer en fait à une armature idéale absolument stable qui se manifeste d'une manière plus ou moins parfaite sous un revêtement empirique. C'est ce qu'on ne doit pas perdre de vue si l'on veut donner un sens à la question comment l'allemand, le latin, le chinois, etc. expriment-ils la proposition essentielle, la proposition catégorique, la prémisse hypothétique, le pluriel, les modalités du possible, du probable et le ne pas, etc. Il ne peut pas être indifférent que le grammairien se contente de ses vues préscientifiques, personnelles sur les formes de signification ou encore des représentations empiriques confuses, qui lui suggèrent la grammaire historique, la grammaire latine par exemple, ou bien qu'il envisage le système pur des formes dans une perspective scientifique, déterminée et théoriquement cohérente, précisément celle de notre morphologie des significations. On pourrait appeler ce domaine fondamental de la logique pure grammaire pure logique. Donc voilà, super texte de philo générale, texte classique qui annonce la suite de la philosophie husserlienne, ses prolongements. Après, comme vous savez ou vous savez pas, il a arrêté d'appeler ça grammaire. Mais voilà, en fait, le présupposé philosophique, c'est qu'on peut faire une grammaire, si vous voulez, transcendantale, pure, et qui donne l'armature idéale de toutes les langues. C'est pour ça qu'il parle de signification. On n'est pas dans un langage concret, empirique. Voilà. Ça, c'est. En fait, si vous voulez juste mobiliser Husserl pour parler de la morphologie et pour dire que tout ce langage formel, il suppose une morphologie, une grammaire, vous n'êtes pas obligé d'aborder ce thème-là. Mais si vous avez un texte de philogé ou un truc de philosophie du langage, vous pouvez aussi l'utiliser en ce sens-là. Donc voilà, 3 utilisations, parce qu'on ajoute aussi en plus la distinction non-sens contre sens. Donc voilà, 3 en 1, c'est gratuit, c'est généreux, c'est un texte qui sert pour plein de choses, c'est pour ça que je l'ai rajouté. Voilà, il y a le texte de Jocelyn Benoît si vous voulez voir que bon, j'ai fait exprès de présenter la chose d'une façon simple, mais en fait, c'est compliqué, mais voilà. Vous êtes libre d'approfondir ou pas. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Ah, on peut pas faire une pause, il est encore trop tôt. Euh, je réfléchis par quoi je commence. En fait, en relisant le cours, je me suis rendu compte que le passage sur Frege, il suppose déjà que soit connu ce que je présentais que dans le chapitre sur Wittgenstein, qui est la question des tables de vérité et qu'est-ce qu'une interprétation. Alors, Frege, si vous voulez, c'est avant les tables de vérité, mais ça va vous permettre de comprendre ce que je veux dire. Donc, je vais d'abord devoir expliquer ça, parce que sinon, je vais devoir quand même un peu l'expliquer pendant que j'explique Frege, et vous n'avez pas envie que j'explique deux choses en même temps. Donc, euh, on va d'abord faire ça. Ça, c'est un peu. Ah, c'est technique, ça va, hein, mais voilà, il y a des couleurs. Rassurez-vous. Alors, bah, si vous êtes à Lyon 3, normalement, vous l'avez vu il y a longtemps, mais vous l'avez vu. Donc, table de vérité, interprétation, qui est un terme technique. J'arrive. Donc, les tables de vérité. Donc là, vous voyez, bon, c'est une table de vérité simplifiée, mais c'est un outil utilisé pour analyser et évaluer la validité des propositions logiques. Elle représente toutes les combinaisons possibles de valeurs de vérité, vrai ou faux, pour toutes les propositions élémentaires qui composent une proposition complexe. C'est-à-dire, là, je vous ai mis P et Q. Qu'est-ce que c'est une table de vérité? Bah, je vais énoncer tous les cas possibles, c'est-à-dire pour chaque petite variable qui désigne, si vous voulez, un élément unitaire de signification, voilà, si vous voulez qu'on reste dans le thème, et on va dire, bah, c'est vrai ou faux,
Et on va faire pareil pour Q pour l'autre variable. Et alors je vais dire, bah du coup, ça me fait toutes les possibilités possibles selon que P est vrai ou faux et Q est vrai ou faux. Et en fonction de chacune des possibilités, je vais savoir si la formule P et Q entière, elle est vraie ou fausse en fonction des cas où P est vrai ou faux et Q est vrai ou faux. Voilà. Et en termes techniques, si vous voulez, chaque ligne, alors on peut appeler ça un monde possible où P est vrai ou faux, Q est vrai ou faux. On appelle ça une interprétation. Donc voilà, on énumère toutes les possibilités de valeurs de vérité de nos variables qui permettent ensuite d'avoir toutes les possibilités d'interprétation de notre formule complète. Donc on décline cette formule en tous les mondes possibles. Si je dis j'ai deux billes, bah il y a un monde où j'ai la bille A et pas la bille B, bah ce sera faux. Mais le monde où j'ai la bille A et la bille B, bah là, dire que j'ai deux billes, ce sera vrai. Voilà. Donc en fait, interprétation, vous pouvez voir ça comme un monde possible. Bon, l'explication en logique mathématique, c'est de considérer qu'il y a une fonction et voilà. Et si vous voulez, chaque élément, c'est une fonction d'interprétation. Voilà. Bon, là, il y a quatre interprétations, par exemple, de cette formule. Voilà. Donc chaque ligne du tableau ici correspond à une interprétation possible de la formule. Le but est de déterminer si la proposition complexe est vraie ou fausse en fonction des valeurs de vérité de ses composants. À quelles conditions bah, telle formule elle est vraie. Dire pour quelle valeur de vérité de ces éléments primaires elle est. Donc là, avec des couleurs, je dis une interprétation est une assignation de valeurs de vérité vrai ou faux à toutes les propositions élémentaires, les variables d'un langage formel. Formellement, on représente les interprétations comme des fonctions, qui, en prenant une formule ou un ensemble de formules pour argument, renvoient une valeur de vérité. On représente l'interprétation d'une formule par la notation V indice D, où D est une distribution de valeurs de vérité. Si vous voulez, là, l'interprétation 1, c'est V indice 1, ça, ce sera V indice 2, ça veut juste dire ça, voilà, pas de panique. C'est juste important pour comprendre Frege, parce que ça ressemble à ce qu'on va faire avec Frege, du coup, voilà. Même si, voilà, il connaissait pas l'étape de vérité, normalement, donc une distribution de valeurs de vérité est un arrangement particulier de valeurs de vérité pour des propositions élémentaires dans une interprétation donnée. C'est-à-dire, chaque ligne, bah, c'est une distribution différente des valeurs de vérité qui donne bah, une valeur de vérité complète différente pour la proposition complète. Chaque ligne d'une table de vérité est en ce sens l'application d'une fonction qui attribue une valeur de vérité à chaque variable propositionnelle de la formule évaluée. Voilà. Donc là, j'ai donné l'exemple en la version formelle. Voilà. En fait, le détail n'est pas important, hein, c'est juste pour vous donner l'intuition, pour savoir de quoi on parle, parce qu'en fait, pour Frege et Wittgenstein, c'est important de comprendre ces trucs-là. Voilà, c'était pas thématisé comme tel, voilà, mais dans un manuel de logique, c'est présenté comme ça. Et quand Frege il va parler de fonctions et de parcours de valeurs, souvenez-vous de ça et votre vie sera facile. Ainsi, deux formules sont logiquement équivalentes si elles sont vraies dans exactement les mêmes modèles. Et là, qu'est-ce que ça veut dire modèle? Bah, une interprétation, une ligne. On dit simplement que c'est un modèle si la formule est vraie dans cette interprétation. Et c'est un contre-modèle si la formule elle est fausse. Voilà. Rien de compliqué. Juste, bah, faut se familiariser avec ces termes. Voilà, avec l'habitude, ce sera clair. Et là, donc deux formules, bah, si elles ont la même table de vérité, bah, c'est qu'elles sont équivalentes. On peut dire, bah, on parle de la même chose. Et ça donne ce truc bizarre. Wittgenstein, bah, tout le Tractatus, c'est ça. Il dit, ouais, mais enfin, dire que j'ai deux billes ou que j'ai deux, je sais pas moi, deux chaises, bah, ça a la même table de vérité, mais je dis pas la même chose. Mais d'un point de vue logique, c'est des formules équivalentes. Mais c'est super bizarre. Ça veut dire que la logique, ou bien ça dit n'importe quoi, ou bien les informations qu'elle nous donne sont triviales. Bah, tout le Tractatus, ça part juste de ce constat-là, et Wittgenstein, c'est une élaboration de ces questions-là. Et à partir donc d'une table de vérité, là, on a, alors ça c'est important, parce que ça vous en aurez besoin dans vos leçons. On va considérer qu'une formule, bah, elle est tautologique, bah, si elle est tout le temps vraie, si quelles que soient les valeurs qu'on donne à ces variables, c'est-à-dire quelle que soit l'interprétation, la formule est vraie, bah, ce sera une tautologie. C'est toujours vrai, quelle que soit l'interprétation. Voilà, alors là, il y a voilà. On peut aussi dire qu'une tautologie, c'est une proposition universellement vraie ou logiquement valide. On va dire qu'elle est antilogique ou contradictoire. Bon, en vérité, on dit tout le temps contradiction, hein. Si pour toute valeur de vérité. Bon, si elle est tout le temps fausse, voilà. On va dire ça. Neutre, bah, si elle est ni tautologique ni contradictoire, elle est neutre. C'est-à-dire, bah, il y a des cas où c'est vrai, des cas où c'est faux. Et elle est falsifiable si il y a un cas au moins où elle est fausse. Voilà. Mais en fait, vous, ce qui est important, c'est juste contradictoire et tautologique. Voilà. Surtout, bah, pareil, pour Wittgenstein, Wittgenstein, tout par de là. Parce que, en toute rigueur, on devrait dire que toutes les tautologies sont équivalentes.
Mais on a quand même aussi envie de dire qu'elles ont, un sens différent prises, sous un prisme, disons, non logique, voilà. Mais vous verrez, ça pareil pour Wittgenstein, c'est des trucs à garder en tête. C'était une parenthèse rapide, parce que sinon, Frege, ça va vous paraître un petit peu obscur. Alors attends, je vais repasser par le sommaire. Bon, Frege, c'est le philosophe de la logique le plus important, donc s'il y a un auteur à bien connaître et à connaître vraiment précisément sur les définitions, voilà, c'est Frege. La plupart des gens, le connaîtront pas et savoir utiliser Frege, c'est sûr d'avoir au moins la moyenne parce que voilà et par ailleurs, moi, je traite pas de certaines questions comme la négation, mais bah, vous utilisez Google si vous voulez savoir ce qu'il dit de la négation pour vos leçons, bah, voilà, Frege négation, hop. Le cours, je vous donne, vraiment, le nec plus ultra de toutes les choses que vous pouvez savoir sur Frege, voilà. J'ai pas trouvé de cours mieux que le mien sur Frege, voilà, je pose ça, personne peut se poser à ma table et dire qu'il a un meilleur cours sur Frege. Alors c'est un peu dense, c'est compliqué, c'est pas compliqué, mais bon, vous allez voir. Je commence par le plus facile et le truc dont vous avez vaguement entendu parler, la distinction entre sens et référence. Voilà, c'est le truc le plus simple de Frege. Voilà, lui, il considère que son invention, la plus incroyable, c'est, la notion de fonction, la distinction entre concept et objet. Bon, c'est ce que Frege dit de son travail, mais voilà. OK, on va commencer. Historiquement, la philosophie du langage naît du questionnement sur la référence, c'est-à-dire, bah, ce à quoi réfèrent les termes. Mais quand on dit ça, attention, petite distinction, on distingue la question de la référence de la théorie référentielle de la signification. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dire que, ce qu'on appelle le problème de la référence, c'est la question philosophique sur la possibilité pour des mots ou groupes de mots d'être référés à des objets. C'est-à-dire la question: qu'est-ce qui fait que l'on peut référer un terme à un objet? L'autre expression que je dis, bon, j'appelle théorie référentielle de la signification, c'est un positionnement philosophique pour lequel la signification d'un terme dépend de sa référence. C'est pas la même chose de juste demander qu'est-ce qui fait qu'un terme, bah, il réfère à quelque chose, de dire la signification, c'est la référence. C'est pas la même chose, voilà. Bon, voilà, c'est des questions, c'est juste distinction. C'est pas parce que il y a des philosophes qui s'interrogent sur la référence qu'ils considèrent que signification égale référence et qu'il y a une thèse un peu réductionniste de bah, ce à quoi réfère un objet, c'est sa signification. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà. C'est précisément pour ça que Frege il distingue sans ses références. Parce qu'il a conscience que bah, c'est pas réductible. Mais je vais y venir. Dans les cas les plus simples, et pour peu que l'on s'en tienne à un examen rapide, on a l'impression que la question de la référence ne pose pas tant problème, et que l'on comprend immédiatement un mot par sa référence. Le mot chat réfère à l'animal chat, un nom propre renvoie à un unique référent, Macron au président par exemple. Or, il existe de nombreux cas limites qui mettent en difficulté une approche strictement référentielle de la signification, même lorsque l'on s'en tient au seul nom. Bah déjà, les référents non existants. Il existe des mots qui ne renvoient à aucun objet réel. C'est le cas des mots dont le référent est imaginaire, Pégase ou bon, le centaure si vous aimez Husserl, vous savez, vous avez la ref ou pas, mais voilà, ou qui contiennent une contradiction manifeste. Le cercle rond, voilà, Meinung, voilà. Bon, j'ai pas fait un cours sur Meinung parce que c'est un peu long, mais Meinung, bah, toute son œuvre, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a des objets contradictoires? Parce que quand même, on a envie de dire qu'il y a un référent, mais un référent non existant, est-ce que ça fait sens? Voilà. Sur les êtres fictifs, pareil, c'est un énorme débat philosophique de l'époque, et c'est pour ça que Husserl, il en fait des tonnes, et que nous, de façon anachronique, on lit ça, on dit bon, gros, on comprend, Centaure, vas-y, c'est un être fictif, il existe en tant qu'être fictif et basta. Mais pour eux, c'est un vrai problème. Ça existe, mais c'est fictif. Ah là, vraiment, si t'es qu'ancien, ok, il y a une armature idéale où faut que le fictif, voilà, bon, c'est des problèmes de l'époque, on se moque pas, on juge pas, voilà. Ensuite, bah, les termes qui ont le même référent mais qui ne sont pas synonymes. Et là, c'est complètement frégueux. Étoile du matin et étoile du soir, en tous deux, Vénus pour référent, mais ont-ils la même signification? De même, quand je parle de Macron et du président français, on parle de la même chose dans les deux cas. Mais dit-on la même chose? C'est quand même si je vous dis Macron, peut-être vous êtes fâché. Si je dis président français, bah vous n'avez pas forcément envie de dire il y a un monde possible. Voilà, exemple de Kripke que j'ai volontairement pas mis, mais Kripke pour, si vous voulez, mettre en difficulté ses théories, il va dire ouais, mais ok, monde possible où si on va dire ok, on accepte Macron président français. Ok, mais il y a un monde possible où Macron il est livreur de pizza. Bah ta proposition Macron est président français, elle est fausse. Mais du coup, est-ce que le mec qui est président dans ce monde possible, si on prend la proposition, bah, Macron est président français, du coup, Michel est Macron, puisque c'est lui le président français dans ce monde possible. Le Macron l'hiver de pizza, bah, c'est pas Macron. Et là, tu vas dire, ouais, mais je sais quand même que, en fait, et du coup, Frégo, il va dire, ah, mais du coup, tu vois, ta notion de référence, elle est peut-être pas bonne. Bon, j'ai fait exprès de pas le mettre,
Mais voilà, c'est hyper drôle, c'est dans, Le nom et la nécessité, super texte. En plus, bah, pour vous, ça peut être utile, vu qu'ils disent, c'est un texte qui introduit la distinction, bon ça c'est une parenthèse, désolé, hein, mais entre, il va considérer que Kant, vous savez, il associe le synthétique à la posteriori et l'analytique à l'a priori et Kripke, il va dire: «Bah, en fait, il y a de l'analytique a posteriori» parce que, bah, par exemple, l'eau c'est H2O, jugement analytique, mais bon, bah, le fait que l'eau ce soit H2O, on n'est pas né en sachant ce que c'est. Il a fallu la chimie. Donc il va dire il y a un acte baptismal qui a fait que maintenant c'est devenu un jugement analytique. Et c'est devenu un jugement analytique a posteriori parce qu'en fait il y avait déjà l'acte synthétique de découvrir la composition chimique de l'eau. Voilà. Bon, voilà, il y a de l'analytique a posteriori. Voilà, ça c'est Kripke, peu importe. Vous saurez que ça existe. C'est dans Le nom et la nécessité, texte génial, classique, facile à lire. C'est juste une conférence qu'il a donnée et parce que lui, il voulait faire que de la logique. Il s'est dit: «Vas-y, je fais un peu de philo et je m'en vais, je drop de mic et je disparais». Voilà. Bon, plus généralement, le problème qui se posait à l'époque où Frege a écrit ce texte est celui de la tension sémantique entre la part subjective, ou disons intentionnelle du langage, et sa part intersubjective, ou plutôt objective. En fait, le grand ennemi de Husserl et de Frege, c'est le psychologisme. Mais en fait, psychologisme, ça a une définition très précise. En fait, je la donne beaucoup plus loin dans le cours, parce que le chapitre, il est long sur Frege. C'est la distinction entre ce qui est vrai et le tenir pour vrai, entre le wahr et le für wahrhalten. Voilà, il veut que ce qu'on appelle le vrai, ce soit pas le processus, si vous voulez, comportemental qui fait qu'on tient quelque chose pour vrai. Il veut qu'il y ait une séparation claire et nette qui soit a priori entre les deux, mais ça vient un peu trop loin dans le cours, désolé. Les néo-kantiens, comme Kant lui-même, faisaient appel à l'intuition pour rendre compte de la signification des termes singuliers et des phrases. Or, cela revient au fond à réduire la question de la signification à celle de la représentation, en première personne par conséquent. Contre ce psychologisme, Frege cherche à distinguer au sein même des énoncés leur signification objective de leur signification subjective, sans expliquer l'une par l'autre. Les énoncés de l'arithmétique doivent valoir indépendamment de nos représentations individuelles de ces derniers. De même pour le vocabulaire logique, sans quoi il ne serait pas même possible de distinguer les représentations que l'on associe à un terme de son référent. C'est pourquoi Frege introduit les notions de sens et de référence. On dira d'une part qu'un signe exprime un sens et d'autre part dénote ou fait référence à une référence. Alors, attention, en fait, référence, c'est pas subjectif non plus, les deux sont objectifs. C'est pas intuitif et je me suis rendu compte en relisant le cours que la façon dont j'amène la distinction semble suggérer ça, mais les deux sont objectifs. Mais c'est ça qui l'intéresse. Pourquoi? Le sens d'un signe est un mode de donation de la référence de ce signe. Je vais expliquer. Le sens n'est pas une donnée psychologique subjective. Le sens, comme la référence, est objectif et se distingue de la représentation mentale associée à ce dernier. Je conscience que j'ai pas défini ce que c'était le sens, j'y arrive. Quand je parle de Pégase, je ne renvoie pas à un référent réel, mais ce que je dis a bien une signification, c'est-à-dire que j'exprime un sens sans dénoter d'objet. Pour une expression, on dit qu'elle exprime un sens et dénote une référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sens, c'est le mode d'accès à l'objet, et il y a plusieurs façons de parler d'un même objet. Et on a envie de dire, ouais, on parle de la même chose de façon différente. Et le sens, c'est ça. Par exemple, l'exemple qui donne Frege, que j'explique après, c'est étoile du soir et étoile du matin. Voilà. Bon, bah, c'est deux manières de parler de Vénus. Et il y a une manière, bah, c'est, on va dire étoile du soir, étoile du matin, mais c'est pas trivial de dire, ah, mais l'étoile du soir et l'étoile du matin, en fait, c'est la même étoile. Mais donc, on va dire sens différent, mais d'un point de vue, si vous voulez, scientifique, ça doit être équivalent. Ouais, c'est juste, ça apporte pas c'est analytique, on va dire. Ça n'apporte pas ça doit être évident, si tu veux, évident, on va dire. Voilà. Ça suppose pas d'effort, normalement, voilà. Spontanément, tu comprends. Voilà. Donc, deux manifestations distinctes du même corps céleste. Maintenant, alors, en vérité, là, le passage qui suit, c'est un commentaire du texte que j'ai cité plus loin. Donc bon, bah là, je vais en parler sans lire le texte. Donc comprenez que les trucs qui paraissent bizarres, ça vient du texte. C'est pas moi qui explique comme ça. Vous allez dire pourquoi il écrit ça. C'est juste c'est Frege qui dit ça et je vous commente. Parce que, ok, pensez en mathématicien. Étoile du soir, étoile du matin, ça réfère à la même chose. Donc j'ai envie de dire, ok, ES, enfin étoile du soir, égale EM. Mais ça voudrait dire que Vénus égale Vénus, parce que bah, Vénus est identique à elle-même, c'est le même énoncé que dire que étoile du soir égale étoile du matin. Vous allez me dire, oui, mais bah quand même, déjà, c'est pas les mêmes mots. Et en plus, bah, il a fallu que quelqu'un se casse la tête à comprendre qu'on parlait de la même chose quand on parlait des deux.
Et c'est là qu'intervient sa distinction entre sens et référence, parce que du point de vue du sens, bah, c'est pas la même chose. Du point de vue de la référence, pour un scientifique, on parle de la même chose, mais on a deux manières différentes de parler de la même chose. Plus loin, il donne un exemple qui permet aussi de comprendre. Frege, il dit par exemple, le chiffre 4, on va dire, il y a une idéalité du 4. Bon, c'est le cardinal, je définis plus tard ce que c'est sa référence. Mais 4, ça peut être 2 au carré, comme moins 2 au carré, bah, les deux, c'est égal à 4. Mais c'est deux manières différentes d'arriver au résultat 4. C'est deux sens différents, deux moyens d'accéder au référent, de le désigner qui sont différents. Donc c'est ça le sens. C'est pour ça que c'est objectif. Parce que 2 plus 2 font 4, bah 2 plus 2, c'est quand même objectif que ça fait 4. Donc c'est quand même, le sens c'est quand même objectif. C'est pas psychologique non plus. Alors qu'avant Frege, spontanément, on associait le sens à une donnée psychologique. Lui, il dit, bah moi, ma notion de sens, elle est aussi objective et j'ai pas besoin de passer par la psychologie pour distinguer le sens de la référence. Ça, il est très très fier de ça. Je vais continuer. Donc j'en suis ici si vous suivez sur le doc. Donc, l'étoile du soir et l'étoile du matin sont deux manifestations distinctes du même corps céleste, donc Vénus. Si l'on suit ce raisonnement, on devrait pouvoir affirmer que ES égale EM, puisque l'on parle de la même chose lorsque désigne l'étoile du soir et l'étoile du matin. Mais cela voudrait dire que le jugement ES égale EM est strictement équivalent à l'identité Vénus égale Vénus, et que l'on ne fait là qu'exprimer une tautologie en faisant appel à la propriété de réflexivité de l'égalité, c'est-à-dire toute chose est égale à elle-même. Pareil, le truc ES égale EM, c'est Frege, hein, c'est pas moi, désolé. Voilà, lui il dit A égale B, voilà, moi j'ai utilisé cet exemple-là qui vient plus tard dans le texte, mais voilà. Mais est-ce vraiment la même chose que l'on dit lorsque l'on affirme que l'étoile du soir et l'étoile du matin dénotent le même corps céleste, et lorsque l'on dit que Vénus est Vénus? Après tout, on ne découvre pas de la même manière l'affirmation l'étoile du soir et l'étoile du matin, et l'affirmation Vénus est Vénus. C'est là que l'intérêt de la distinction entre sens et référence. L'égalité entre ES et EM est seulement relative à leur référence. Ces deux expressions diffèrent par leur sens. Elles sont deux manières différentes de parler de Vénus. Si vous voulez, ça permet de considérer, de conserver l'idée de nécessité et les lois de la logique. On dit, ouais, il y a la... Mais en fait, on peut évacuer tous ces problèmes et dire, ouais, mais c'est au niveau du sens, au niveau de la référence, la réflexivité, ça marche. J'ai le droit de dire que ES égale EM, c'est équivalent à Vénus égale Vénus. Mais c'est du point de vue de la référence, du point de vue du sens, je peux conserver la complexité de la signification, voilà, des énoncés, des modes d'accès, et c'est quand même objectif. En fait, ça permet de faire ça. Voilà. C'est là l'intérêt de la distinction entre sens et référence. L'égalité entre ES et EM est seulement relative à la référence. Ces deux expressions diffèrent par leur sens. La différence entre étoile du soir et étoile du matin est simplement relative à leur mode de donation, à leur sens. Cela ne les empêche pas de renvoyer au même objet à la même référence, de la sorte que l'on peut sans problème affirmer qu'elles sont identiques. Voilà, et c'est là qu'apparaît la difficulté. Frege précise que le passage d'une expression à sa référence passe nécessairement par son sens. Je vais expliciter, j'ai mis un petit schéma. Et là, avant de faire la pause, je lis les deux paragraphes qui suivent. Demet, bon, Demet, grand philosophe, mais aussi bah, grand commentaire de Frege. Il a écrit deux gros livres énormes qui font, je crois, 800 pages chacun. Il y en a un, c'est la philosophie du langage de Frege, et l'autre, c'est la philosophie des mathématiques de Frege. Voilà. En fait, pour expliquer ça, il donne une très bonne métaphore. Enfin, une très bonne analogie, mais qui vient de Frege lui-même. Il dit il est correct de considérer les termes numériques comme visant les entiers naturels par des voies différentes, c'est-à-dire les formules arithmétiques, le calcul. Euh, c'est une manière différente de viser le même référent. L'entier naturel visé et son sens, les moyens particuliers de spécifier ce nombre naturel. Là, il cite Discussion avec Biermann, bon, c'est un texte de Frege. Frege écrit il est inévitable de recourir à des signes différents pour la même chose, et ce, parce que l'on peut arriver à cette chose par différents chemins. Là, Martin Love, donc c'est un grand logicien qui commente les fondements de l'arithmétique, les Grundlagen. Il donne l'exemple du chiffre 4 qui peut être écrit 2 au carré ou moins 2 au carré. Donc si vous vous souvenez, bah, moins 2 au carré, ça fait aussi 4, comme 2 au carré. Frege écrit en ce sens que ce ne sont que des signes différents pour la même chose, signes dont la diversité ne désigne rien d'autre que la diversité des chemins par lesquels il est possible d'atteindre cette même chose. La notion de sens ne renvoie donc rien à rien de psychologique ou de subjectif. Je finis sur le dernier paragraphe. Dans le détail, c'est un peu plus compliqué. Frege distingue le sens des phrases du sens des termes singuliers, c'est-à-dire, en fait, un terme singulier, un nom propre, il n'a pas la notion de sens n'est pas la même que quand on parle d'un énoncé complet. Parce qu'un énoncé complet, bah, c'est une affirmation, on dit quelque chose, on dit une chose, enfin, on applique un prédicat à quelque chose. Donc, c'est dire que, je sais pas moi, la table je sais pas, est rouge. Bah, c'est
ce serait faux de dire que c'est le référent, c'est la table rouge, parce que ça, dans ce cas-là, on parlerait d'un mot, ce serait pas un énoncé. Donc bon, il va dire que en fait, le sens d'un énoncé, c'est ce qu'il appelle une pensée. Voilà, bon, c'est pour être précis, peu importe. C'est juste voilà. En fait, ce que j'ai dit avant, ça s'applique au terme singulier, parce que le sens d'une phrase complète avec le verbe être ou qui qualifie un objet, en fait, c'est une pensée, son sens. Voilà. Et la référence, là, c'est le truc le plus perturbant de Frege. Et ne paniquez pas, Frege, il dit la référence d'une phrase, c'est sa valeur de vérité. Là, c'est les problèmes et c'est le moment où les gens ils disent vas-y, dis n'importe quoi, j'abandonne. Pourquoi on peut dire que le référent d'une phrase, c'est sa valeur de vérité? Pourquoi la table est rouge, son référent, c'est 1 ou 0? C'est vrai ou faux? Quoi? Ok, trop bizarre. Ça rend fou les gens. Si vous voulez comprendre le Tractatus, c'est exactement le sujet du Tractatus, c'est ça. Bah, je laisse le spoiler. Enfin voilà, c'est en suspens et on fera ça après la pause. Vous saurez pourquoi. Pourquoi voilà.